Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des chroniques, de la chronique des barbaries. Un petit peu de retard aujourd'hui, excusez-moi. J'étais en train de travailler sur le projet et je n'ai pas vu le temps passer. Alors, qu'y a-t-il donc au programme de ce soir? Donc, Covid-19, où en sommes-nous? Donc, rubrique que je qualifierais d'habituelle. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé en 2001, en septembre 2001, l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. On a déjà parlé dans une chronique précédente, mais on va revenir sur ce sujet. Et puis des images de barbarie commises sur des gilets jaunes ou sur des Français par d'autres Français. Enfin, nous finirons, comme à l'accoutumée, par un hommage à des victimes, en l'occurrence une victime des barbaries. Voilà pour le programme de ce soir. Avant cela, comme à l'accoutumée, bonsoir, je dirais, nous allons commencer par une maxime, une pensée de Gaston Courtois. Rien n'est plus décevant pour un chef et pour ses subordonnés qu'un sceptique. À quoi bon? Ou un découragé? Il n'y a rien à faire. Réagir vigoureusement. Il y a toujours quelque chose à faire. Et tout peut servir. Voilà. Cela nous incite à l'optimisme et de ne pas être dans le découragement. Effectivement, il y a toujours des motifs de découragement ou de se dire on n'y arrivera jamais ou autre. Mais ça n'aboutit à rien et c'est sûr que l'on perd quand on est dans cet état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut fuir, qu'il faut décourager, et ça, pour le coup, il faut décourager cet état d'esprit défaitiste, parce que la société, le monde, il est fait par la volonté des hommes, parce que les hommes font, et par rien d'autre. Hein. Il y a forcément des moteurs dans l'histoire, donc on ne peut pas faire tout n'est pas possible, bien évidemment. Mais le moteur de l'histoire, la volonté, est un des moteurs importants de l'histoire. Sans la volonté, sans fuir la résignation, eh bien rien n'est possible dans aucun domaine. Voilà, ça je pense que c'est quand même important de le rappeler par rapport à tous les pessimistes qui peuvent nous entourer. Alors, Émergence, voilà, manifeste fondateur. Alors je vous informe que l'impression a été lancée, hein, donc la première édition d'Émergence est lancée, donc ça sera disponible d'ici, je pense, la fin du mois de septembre. Donc, hein, comme j'ai dit, c'est vraiment dans les tout prochains jours. C'est un manifeste destiné à un large public, donc vraiment qui est dans un langage tout à fait simple et naturel pour l'essentiel. Hein. Il n'y a pas de mots savants, pas de références savantes. Donc vraiment pour présenter le projet et voilà, avoir une démarche optimiste, réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie, parce que ça c'est terrible, et donc ouvrir les yeux, le réalisme, mais aussi ouvrir un avenir bonifié, c'est-à-dire avoir une perspective optimiste et pas se résigner et rester toujours dans une perspective où rien n'est possible, où on ne peut jamais rien faire. Donc ça c'est important. Donc l'idée c'est d'avoir une distribution virale et donc de vous mettre à contribution, que vous commandiez ce livre, que vous le diffusiez autour de chez vous, dans vos cercles d'amis, dans vos cercles familiaux, mais aussi et surtout au travers des lieux d'échange de livres, comme les boîtes d'échange de livres que l'on rencontre un peu partout en France. Donc ça, c'est le moyen privilégié, parce que là, on va toucher aussi, donc ça va être évidemment disponible en version numérique sur Internet, mais l'idée, c'est aussi de sortir du cadre d'Internet et que cette émergence se fasse dans un public beaucoup plus large
et donc que ça soit diffusé de façon large au travers de ces boîtes d'échange de livres. Hein. Voilà. Donc là, je vous appelle à commander d'ores et déjà cette émergence. Et si vous commandez 10 numéros, ça vous coûtera 30 €. Et parce que, évidemment, hein, ça ne peut pas être financé, ça ne peut être financé que par l'ensemble des gens qui travaillent hein, autour d'un PCCR et qui croient en cet avenir, en cette mission, en ce que je disais tout à l'heure, hein, réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un espoir et un avenir bonifié. Donc, voilà, c'est entre vos mains. Ce n'est pas qu'entre mes mains. Hein. Moi, je fais ce que je peux, hein, le maximum. Je mets aussi de l'argent. Je mettrai de l'argent aussi dans ce manifeste pour essayer de le populariser et de le diffuser. Mais il est bien évident que c'est à vous tous de vous engager, de dire, bah voilà, 15 €, 10 €, etc. Commandez ce livre, parce qu'il faut bien le fabriquer. Hein, il y a des coûts de fabrication. Et avec ce livre, vous aurez également offert à l'intérieur l'accès à un logiciel de cryptage sur lequel je suis en train de travailler également, comme c'est mon métier, un cryptage sécurisé et qui permettra d'avoir de façon absolument fiable des données sécurisées et qui pourront être échangées de façon réellement sécurisée. Voilà. À la différence de bien des logiciels de cryptage. Voilà. Donc, émergence, très bientôt, entre vos mains. Alors, passons maintenant, si vous voulez bien, à la première partie des chroniques des barbaries, puisque une des barbaries, je le rappelle, c'est quand même le Covid-19, le fait qu'on ait eu une épidémie comme ça, une pandémie, avec une fréquence de plus en plus rapprochée, hein, évidemment, et qui s'est diffusée à une vitesse très très grande, et aussi une aversion au risque, hein, il faut bien le dire, qui fait que les conséquences de cette pandémie sont disproportionnées, sont sans doute disproportionnées. Mais je ne veux pas dire que je minimise la gravité de l'épidémie, on va y revenir. Hein. Alors, faisons déjà un état des lieux sur les chiffres usuels. Hein. Donc, toujours un pareil, 188 pays. La mise à jour a été faite ce matin. Toujours le Johns Hopkins University pour la référence. Et nous sommes à 30 millions, plus de 30 millions de cas avérés dans le monde. Alors, où en sommes-nous au niveau des décès? Eh bien, aux États-Unis, c'est toujours le pays qui détient le triste record du nombre de décès, avec près de 200 000 décès maintenant quand même. Ça commence à faire du monde, 200 000 morts. Hein. Donc 197 643 pour être précis. Le Brésil, hein, donc ça c'est des pays qui ont peu ou pas confiné, hein, je le rappelle. Bon, avec une population importante aussi évidemment, à l'échelle du pays. Mais la Chine, ils ont confiné, et la population est encore plus importante. 134 935 morts. Et vient ensuite l'Inde avec 84 372 morts, mais qui risque de passer devant puisque la croissance du nombre de cas est considérable. Et bon, après le système de santé, je ne connais pas le système indien, mais on peut peut-être supposer qu'il n'est pas forcément toujours au niveau de celui des États-Unis, par exemple. Ni de celui du Brésil, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y aurait un incident de diffusion? J'ai l'impression qu'il y a un incident de diffusion. Là, non. Non, ça a l'air de fonctionner. Non, c'est bon. Donc je continue. Parce que je contrôle évidemment que c'est bien diffusé en parallèle. Alors, voici donc la courbe. Ça, c'est le nombre de cas au niveau mondial. Hein. Donc on voit qu'on a passé la barre des 30 millions. Là, on est sur la barre des 30 millions de cas avérés, avec un nombre total de morts de 946 158 au niveau planétaire. Donc,
près d'1 million de morts, on va vers 1 million de morts au niveau mondial. Bon. Avec un nombre de gens qui sont guéris, qui sont certifiés comme étant guéris, de un peu plus de 20 millions. Donc, si on refait toujours ce même chiffre de mortalité, de taux de mortalité, hein, par nombre de gens qui ont été touchés de manière avérée, on arrive à 4,4%. Donc, on voit que la semaine dernière, on était à 4,6%. Comme je le rappelle, c'est un chiffre qui est un majorant. Je pense que on arrive à un taux de 1% aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on constate en Biélorussie, en Russie, en France à peu près, et aux États-Unis lorsque le système de santé n'était pas saturé, hein, c'était ce à quoi ils étaient arrivés. C'est le taux, je dirais, minimal, c'est 1%. Mais là, on est à 4,5%. Ça veut dire qu'au niveau global, au niveau mondial, vu que la décroissance semble se ralentir, on sera sans doute à plus de 1% de gens qui ont contracté la maladie qui vont mourir. Alors, 1%, c'est déjà énorme, hein. Si vous prenez en France, avec une soixantaine de millions d'habitants, si on laisse faire, 70 millions de personnes atteintes, un peu plus de 1%, disons que vous avez 50 millions de personnes atteintes, ça vous fait 500 000 morts. Voilà. Faut quand même avoir ces idées en tête, ces chiffres en tête, ils ne sont pas négligeables. Voilà, c'est ce que disent les chiffres, hein. Après, bon, peut-être ces sources, voilà, on peut remettre en cause les sources, peut-être, mais bon. Bon, nous allons voir enfin, j'ai trouvé une anomalie dans les chiffres français, notamment. Alors, justement, venons-en à la France. Donc ça, c'est la courbe en orange, ça, ce sont les cas avérés. Donc on voit que là, à partir de fin août, début septembre, bah, la courbe, elle repart là, en exponentielle, hein, vraiment, voire pire que ce qu'on était là, puisque là, on a bien monté, là, on était à 200 000, hein, moins de 200 000, alors que là, on a fait 200 000 en très peu de temps, hein, quasiment. Vous voyez, là, on est face à un front de propagation du virus qui est plus important que ce qu'on a connu au printemps. Par contre, la courbe de mortalité, elle est bien plate encore, même si on voit qu'ici, en toute extrémité, elle a tendance à rebiquer un peu, mais bon, on est quand même, on peut dire que l'épidémie est sous contrôle, hein, elle est encore sous contrôle en termes, en tout cas, de mortalité. Pas de propagation, parce que la propagation, là, elle est exponentielle et on est en train de perdre le contrôle, là, je pense, hein, de façon assez claire. Après, voilà, si on a réussi à faire une prise en charge globale qui est meilleure de la maladie, avec une expérience maintenant qui est plus importante, on arrive peut-être à avoir une mortalité moindre. Mais bon, tout ça à quel prix? À prix de restriction des libertés, au prix d'avoir un masque sur le nez, etc. etc. Enfin, c'est quand même pas négligeable, quoi. Tout ça parce qu'on a une épidémie qui, au lieu de rester localisée, comme c'eût été le cas dans une économie qui n'aurait été pas mondialisée, qui là s'est propagée de façon immédiate sur toute la planète. Donc du coup, vous avez une explosion du nombre de cas et un manque de temps pour pouvoir réagir, pour pouvoir avoir des traitements, des vaccins, etc. Voilà, l'impact de la mondialisation, c'est vraiment très lié à la mondialisation néolibérale. Je le rappelle, cette épidémie est liée à ça. C'est une des barbaries, hein, puisque ça atteint notre santé, et qu'en France, bah, nous avons atteint, ça y est, nous avons dépassé les 30 000. Nous sommes à 31 103 morts, à chiffre de ce matin. Pour un nombre de cas avérés de 454 266. Donc on est à un demi-million de gens qui ont été confirmés comme étant atteints par le Covid. Et par contre, on n'a que 91 765 guéris. Alors là, on peut s'étonner parce qu'on se dit, mais ce chiffre est quand même assez bizarre. Parce que ça nous donne, si on reprend la même méthode de calcul, et la semaine dernière, j'ai fait une erreur d'ailleurs, parce que j'ai fait une division d'une dizaine de trous,
en fait, nous, le taux de mortalité, il s'établit à 25,3%, ce qui est gigantesque, hein, puisque même au Brésil, etc., on n'a pas ça. On a vu qu'au niveau mondial, on était à 4,4%, et voilà, l'épidémie n'est pas terminée, il y a des gens en cours, etc. Là, c'est comme si on avait en France, actuellement, 331 398 cas actifs. Donc, ça veut dire qu'en fait, les instruments de mesure en France, je dis bien en France, parce que ce n'est pas vrai dans les autres pays, hein, puisque quand on compare dans les autres pays, il y a un problème de comptabilité de nos... parce qu'il est évident qu'il n'y a pas 331 398 cas actifs en France, et qu'il n'y a pas un taux de mortalité de 25%. Enfin, c'est évidemment faux. Donc, mais ça, ce sont les chiffres officiels. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'ai vu le John Hopkins, et là, je suis allé voir une autre source, mais non, on a exactement les mêmes chiffres. Si on va sur une autre source, une source française, on a des chiffres bon, à quelques unités près, hein, on a les mêmes chiffres. Donc, on peut se dire qu'en France, bah, on ne sait même pas compter les gens qui sont guéris, qui sont encore actifs. Et alors, j'espère qu'on sait compter les décès. Mais voilà, donc voilà la situation en France. Dans les autres pays, on sait le faire, mais en France, on ne sait même pas compter. Donc là, ces chiffres-là, je vous les livre parce que c'est ce que j'ai pu vérifier de différentes sources, mais la source d'origine est mauvaise. Voilà. Bravo. Alors sinon, bon, donc voilà la situation. Alors sinon, une autre chose aussi, hein, on entend beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de virus, le virus c'est une invention, etc. On ne le voit même pas dans les chiffres, etc. Donc il y a eu un tableau qui a été sorti par l'INSEE. L'INSEE, donc là j'ai mis, hein, vous pouvez vérifier, hein, il y a l'URL ici, hein, l'adresse internet de l'INSEE qui présente ces statistiques. Et donc qui montre bien que c'est la courbe du nombre de décès hebdomadaires en France et dans 21 pays européens, du 1er janvier au 10 mai 2020, rapporté à ceux de la même semaine en 2016, sur la période 2016-2019. C'est-à-dire que là-bas 100, ici, la ligne 100, c'est la moyenne des morts par semaine entre 2016 et 2019. Voilà. Et la courbe orange, là, c'est la courbe de la mortalité en France, toutes causes confondues. Hein. Là, ce n'est pas lié au Covid, c'est toutes causes confondues, c'est le nombre de morts en France. Voilà. Eh bien, on voit bien qu'ici, on est passé à 160, c'est-à-dire qu'on a augmenté de 60% par rapport à la mortalité habituelle. Et en Europe, sur les 21 pays, c'est la courbe en bleu. Donc on fait moins bien que les autres Européens, en moyenne. Hein. Ça, on pouvait s'y attendre. Mais la surmortalité, elle existe et elle est là. Hein. Donc les gens qui disent qu'il n'y a pas de surmortalité, voilà. Alors après, on peut remettre aussi en cause les sources. Bon, on n'en sort plus, quoi, je dirais, hein, à un moment donné. Hein. Donc voilà, le réel, c'est ça, que ça vous plaise ou pas. Et le réel, mais c'est cohérent avec ce que je dis, c'est-à-dire qu'on va vers la barbarie, donc on va vers de plus en plus de décès, d'actes barbares, mais le décès, ça fait partie des choses, le décès anticipé, ça fait partie de la déliquescence aussi de la société, de l'impact de la société dans laquelle on vit. Et comme je l'ai expliqué sur le libéralisme et le fait que la mondialisation et le fait que ça, en très peu de temps, on a des virus qui se déploient, et avec la concentration des populations dans les villes également, il y a une mutation des virus qui est de plus en plus rapide. Hein. Donc tout ça, c'est des effets de la mondialisation. Des épidémies, on peut dire qu'il y en a toujours eu, hein, mais avant, elles restaient localisées et elles se diffusaient beaucoup moins vite. Que là, on est devenu une pandémie en quelques semaines. Voilà la grosse différence, et ce qui fait la différence, et ce qui fait cette surmortalité, qui normalement aurait dû rester localisée à l'endroit où l'épidémie a débuté. Vous voyez la différence? Voilà. Alors,
Et une des leçons du Covid-19, ça j'en avais déjà parlé, mais c'est ce que disait Michéa en 2017, Jean-Claude Michéa. Voilà, sur les théories du complot, quand un mal n'est pas expliqué et n'a pas de traitement, les charlatans fleurissent. Alors, chacun mettra qui il veut derrière ça, mais voilà, les théories diverses et variées, les charlatans fleurissent, voilà. Les gens ont besoin de se rassurer, eh bien moi je vous dis non, il n'y a pas à se rassurer. La barbarie, ça en participe, cette épidémie en participe, ça en fait partie de tout cet ensemble, comme le réchauffement climatique ou l'effondrement des espèces, etc. C'est un peu du même ordre, c'est de l'ordre environnemental, de l'environnement dans lequel on vit, avec tous les impacts sur les libertés, comme je disais tout à l'heure, que ça. Donc ça a des effets directs sur le corps, mais ça a aussi des effets indirects sur notre âme, puisqu'on nous restreint nos libertés, et de façon drastique, puisqu'on a été enfermé chez soi pendant 2 mois. Vous voyez, hein, et puis toutes les autres choses. Donc, raison gardée, regarder le réel et pas se raconter d'histoire. Les théories du complot, je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot, les complots ça existe, mais les théories du complot c'est les moyens de se rassurer. Non, le réel c'est que la barbarie, on va dedans. Et alors, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, les déclarations de Macron ou de Véran, voilà. Il faut vivre avec le virus, j'ai dit ça déjà la semaine dernière, mais il faudrait s'y habituer, mais non. À vivre avec le virus, ou vivre, hier on nous disait, mais c'est toujours d'actualité, hein, puisqu'il y a des soldats français qui se font tuer, notamment, mais il y a des actes aussi quotidiennement quasiment de cette nature, de vivre avec les islamistes. Non, je me dis trop, c'est trop. Pas d'accord, je refuse de faire avec. Je refuse de m'adapter et de faire avec ces barbaries. Non. C'est bien pour ça que je propose cette démarche, cette perspective, une nouvelle république. C'est justement pour en sortir, donner un espoir, donner un moyen d'en sortir par le haut. Parce qu'on peut le faire, on peut encore le faire. Plus on plongera vers la barbarie, plus il y aura ces barbaries qui vont se multiplier. Je pense qu'on parlera la semaine prochaine du réchauffement climatique, notamment et ce mois de septembre absolument incroyable en termes de température, mais ça sera un autre sujet. Voilà ces barbaries, et ces barbaries, eh bien non, il faut les refuser. Nous sommes des êtres humains, des êtres pensants, nous pouvons maîtriser notre destin. Voilà pour ce premier sujet. Alors, deuxième sujet, septembre 2001, l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Donc, le 21 septembre 2001, donc dans 19 ans, lundi prochain, jour pour jour, il y a eu cette explosion qui a été quand même considérable. Donc, explosion de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium, on ne sait pas exactement le nombre de tonnes. Ça a causé quand même 31 morts. 2500 blessés, dont une trentaine dans un état grave. Alors le nitrate d'ammonium, hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour la catastrophe de Beyrouth, dont on voit ici l'explosion principale, puisqu'il y a eu 2 explosions aussi. Il y a toujours... voilà. Parce que le nitrate d'ammonium, je vais le rappeler, c'est un explosif stable qui détonne lorsqu'il est amorcé par un détonateur ou après un incendie avec confinement lorsqu'il y a ajout de combustible. Car le nitrate est spontanément un comburant, comme l'oxygène. Donc ça n'explose pas en tant que tel, mais ça va participer à une explosion pour peu qu'il y ait du combustible qui soit là et qu'il y ait déjà une autre source d'énergie, comme un incendie ou un détonateur, par exemple. En soi, ça ne va pas exploser tout seul. Hein. Mais s'il y a ces conditions-là, ça va exploser de façon considérable. Voilà ce que c'est le nitrate d'ammonium. Donc, où en est-on de l'enquête? Comme j'ai eu l'occasion d'en parler à l'occasion de l'incident de Beyrouth, mais là, comme c'est aussi l'anniversaire et que c'était l'anniversaire aussi du 11 septembre 2001 dont j'ai parlé la semaine dernière, bien, il y a eu un rendu d'une cour d'appel en janvier 2017, et depuis, c'est terminé. Hein. Mais elle ne tranche pas. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il y a 2 hypothèses, l'attentat ou l'incident technique, mais on ne sait pas.
Donc on a eu une explosion considérable comme ça, mais on ne sait pas ou on ne veut pas savoir. Peut-être. Nous allons voir un petit peu, justement, on va creuser un petit peu. Il faut bien se rendre compte dans quel état on était à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on était 10 jours après les attentats du 11 septembre à New York. Donc c'est quand même aussi un élément de contexte qui est quand même pas négligeable à avoir en tête. Et, alors là, je cite Wikipédia, hein, donc je mets ici la référence sur l'explosion de l'usine AZF en haut. Là, vous avez pareil, l'adresse internet des développements et pas de l'enquête, mais de tout ce qui tourne autour de cette explosion. Donc il est notamment dit, je cite, « En dépit d'indices troublants, cette piste, donc celle de l'attentat, n'a été suivie que quelques jours. Les recherches menées par une équipe de la police judiciaire de Toulouse et par les renseignements généraux ayant été interrompues sur ordre de leur hiérarchie 10 jours après les faits. » Ça veut dire que, en clair, s'il y a eu attentat, on a donné ordre aux fonctionnaires de police de ne pas enquêter dessus. C'est-à-dire qu'on a une complicité de nos gouvernants, les gouvernants de l'époque, avec potentiellement un attentat. Vous vous rendez compte ? C'est grave ce qui est écrit là. C'est écrit sur la page Wikipédia, mais qui s'appuie sur d'autres éléments. Et pareil, je vous invite vraiment à aller la voir, mais, parce que là, je vais faire quelques extraits, hein, mais il y a d'autres éléments particulièrement troublants. Hein, je ne dis pas tout ici. Hein, donc je vous invite à aller la consulter, hein, cette page. Alors, le principal suspect, quand même, dans cette piste de l'attentat, c'était un ouvrier intérimaire qui a été retrouvé mort près du cratère de l'explosion. Donc déjà, les blessures aussi, il y a des interrogations. Pareil, je vous laisse aller voir, au moins sur Wikipédia. Et l'autopsie, donc, qui a été effectuée, avait attiré l'attention des enquêteurs sur la tenue extravagante de cet homme. 5 slips et caleçons superposés. Et sur l'étrange propreté de son corps. Vous prenez, avec 5 slips ou caleçons mis l'un par-dessus les autres. Et l'étrange propreté du corps, ça veut dire qu'il a dû se purifier certainement avant. Donc c'est quand même assez étrange, non ? Une note blanche du 3 octobre 2001, DRG, ont précisé que la personne qui est soupçonnée d'avoir commis cet attentat, si c'est un attentat, qu'il aurait été recruté quelques mois auparavant par un groupe islamiste toulousain. Mais pareil, on a demandé de cacher son site. Alors, autres éléments. Il y a 2 explosions à une dizaine de secondes d'intervalle. Mais ça, comme on l'a vu pour le nitrate d'ammonium, mais comme ça s'est passé aussi pour Beyrouth, il y avait déjà un incendie à Beyrouth, et après il y a eu l'explosion, qui est clairement accidentelle à Beyrouth, hein, il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y a aucun doute sur Beyrouth, le fait que c'est accidentel. Sauf si la première explosion n'était pas accidentelle, mais bon, là c'est plus difficile à dire, mais en tout cas, celle du nitrate d'ammonium est clairement la conséquence du premier incendie dans le hangar voisin. Il y a eu 2 explosions à une dizaine de secondes d'intervalle à Toulouse, ça c'est sûr. Alors, mais quid de la première explosion et pourquoi ? Et il y a aussi un autre élément important, c'est que la SNPE, la Société Nationale des Poudres et Explosifs, jouxte l'usine AZF. La Société Nationale des Poudres et Explosifs, c'est ceux qui font les explosifs pour l'armée, mais qui font aussi le combustible pour les boosters des fusées Ariane. Donc, parce qu'en clair, hein, une fusée Ariane, les boosters, c'est juste de l'explosif qui se consume de façon régulée. C'est une explosion régulée, on va dire.
comme dans un moteur de voiture, en définitive. Hein. C'est une combustion rapide qui est maîtrisée, on va dire. Donc voilà, ça fait partie des autres éléments quand même qu'il faut avoir en tête. Alors, quoi d'autre? Donc je vous invite vraiment à aller voir la page Wikipédia. Et donc parce que là je ne peux pas tout résumer, hein, mais bon, allez voir l'hypothèse de l'attentat, il y a quand même des faits particulièrement troublants, hein, j'en ai cité quelques-uns là, et allez voir aussi les références en bas de la page Wikipédia, il y a beaucoup de références, parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a notamment 7 raisons de ne plus croire à l'accident, donc ça a été fait par Anne-Marie Casteret en 2003, donc c'est un article de l'Express, donc qui est décédée hein, aujourd'hui, hein, Anne-Marie Casteret, bon, ça fait 19 ans maintenant. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse aussi consulter cet article. Alors ça fait partie, ferez attention, c'est dans les archives de l'Express. Hein. C'est pas sur le site usuel que vous allez le trouver, c'est dans les archives de ce journal que vous allez trouver ça. Voilà. Alors, donc ça c'est une autre référence, donc je vous encourage à aller jeter un œil. AZF, alors il y a plusieurs livres, mais bon, il y a notamment celui-ci. AZF, l'enquête assassinée, donc un livre de Franck Herriot et de Jean-Christian Thirat. Et puis, pour finir, je voudrais quand même aussi rendre un hommage aux victimes, dont une enquête qui a été faite par la Sécurité sociale, qui montre que 26% des hommes et 35% des femmes, aujourd'hui, qui ont été exposés à cette explosion, qui ont été les victimes principales, souffrent d'hyperacousie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller dans des endroits qui sont bruyants, et quasiment autant souffrent d'acouphènes, c'est-à-dire les acouphènes, c'est vous avez un bruit permanent dans les oreilles, parce que l'explosion a été très importante. Voilà, donc là j'ai mis une photo justement du cratère de l'explosion. Bon, on n'est pas sur le cratère de Beyrouth, hein. Beyrouth c'est quasiment 10 fois plus de nitrate d'ammonium qu'il y avait. Enfin, c'est quand même pas rien. Hein. Le hangar là derrière, là, on le voit peut-être pas bien, mais il est complètement désossé. Hein. Il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est le cratère de l'explosion. Voilà, je vous laisse vous faire votre opinion vous-même. Et sur nos gouvernants. Alors, je fais une petite vérif. Voilà, je faisais une petite vérification sonore. Excusez-moi. Alors, troisième sujet ce soir. Des images de barbarie commises sur des gilets jaunes, notamment ce 12 septembre dernier où il y avait une manifestation. Des barbaries commises par des Français sur d'autres Français. J'ai mis aussi un lien là-haut que vous pourrez consulter. Donc le 12 septembre, 30 heures de garde à vue pour des street medics, donc des médecins de rue qui sont là pour en fait sauver des gens qui auraient été tabassés par la police et leur venir en secours. Donc ils ont été mis 30 heures de garde à vue pour des street medics, donc il y a eu 4 street medics, des médecins de rue on va dire, qui ont été embarqués par la police à 8 heures, donc avant tout rassemblement. Il n'y avait aucun rassemblement, mais ils arrivaient avant la manifestation. Eh bien ils ont été embarqués sur les Champs-Élysées, samedi, avec 30 heures de garde à vue. Ils ont notamment subi des traitements dégradants et une sanction administrative, interdiction de se rendre à Paris pendant 6 mois. C'est des gens qui n'ont rien fait,
qui sont là pour porter assistance à des gens qui risquent de se faire tabasser. Et ils ont une interdiction administrative de se rendre sur Paris pendant 6 mois. Dans quel pays sommes-nous? Où en sommes-nous arrivés pour arriver à ce genre d'état de non-droit, de dictature? Puisque ça, c'est un régime de dictature. Il n'y a rien d'autre. C'est digne, vraiment, c'est de l'arrestation et c'est de la condamnation arbitraire. Voilà le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il est temps de se réveiller. La barbarie est là. Elle arrive, elle s'aggrave. Et ça, c'en est encore une autre dimension. Cette personne, c'est un journaliste qui est, en décembre 2019, Kevin Lelorin, donc il se nomme comme ça, hein, mais c'est un journaliste de rue, hein, indépendant, a dressé un portrait sur la genèse de la brigade anticriminelle, la BAC. Vous savez, qui participe aussi, avec les CRS et les gendarmes mobiles, à ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre. Mais en fait, ce sont les pires. Hein. C'est vraiment les cow-boys. Donc, il avait fait une enquête là-dessus avec pour source d'études Mathieu Rigouste, sociologue, et pour illustration, un policier de Nancy habillé en civil. Et donc, il sera jugé. Il a été jugé, mais je n'ai pas le résultat du jugement. Peut-être c'est mis en délibéré. Je ne l'ai pas trouvé. Il a été mis en jugement pour cette enquête au tribunal de grande instance de Nancy, donc jeudi 16 septembre, donc mercredi dernier. Voilà, on enquête sur la police. On n'a même pas le droit d'enquêter sur la police. Sur la BAC, c'est-à-dire sur ceux qui ont commis le plus d'exactions dans toutes ces manifestations contre des Français. Tandis que ceux qui, justement, faisaient les plus grandes exactions, eux, on laissait agir. Vous savez, les néofascistes dont je parlais, les Black Blocs et compagnie, qui sont en fait des alliés du pouvoir, alliés de fait ou volontaires. Autre exemple, Tony, gilet jaune de 26 ans, il a été interpellé. Pourquoi? Gilet jaune de la première heure au rond-point de Foire, il a été interpellé samedi 12 septembre lors de la manifestation pour insulte. Donc il n'y a pas eu de violence, mais il a été simplement, il a insulté les policiers. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme ce lundi dernier, donc, en comparution immédiate, pour des insultes. Mais dans quel pays vivons-nous? Il n'y a plus de liberté dans ce pays. Il est temps que les Français se réveillent. Parce que là, on est vraiment très mal parti. Les libertés sont en danger. La France est en danger. La barbarie s'installe. Il est temps de réagir. Il est encore temps de réagir. Il commence à être tard. Donc, je m'adresse vraiment à vous. Il faut vous engager. Émergence, lisez le livre, diffusez-les autour de vous. Il faut qu'on réussisse. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Si on va à l'échec, ça va être ces gens-là là, que vous voyez là, ceux qui sont là. On va être dirigé par ces gens-là. Voilà le réel. Vous voyez, eux, ça c'est les gendarmes mobiles encore. Hein. Eux, ils sont à visage découvert. Et vous allez voir que les gens de la BAC, eux, ils agissent à visage couvert. Dans quel monde on vit pour que des gens à visage couvert se permettent de tabasser d'autres gens légalement? Vous voyez, on n'est plus encore les gens officiellement, je dirais la vraie police, la police républicaine, qui assurait le maintien de l'ordre, ils sont à visage découvert, ce qui semble logique. Hein, eh bien, les autres, et nous allons le voir dans les vidéos suivantes, eux, ils agissent à visage couvert. Dans quel monde vivons-nous?
Donc voilà, voilà un exemple de victime. Et je vais maintenant me taire. Et nous allons regarder ensemble, si vous voulez bien, une vidéo justement de Lolorin, là, de Kevin Lolorin, qu'il a mis sur sa page Facebook. Nous allons la regarder ensemble, si vous le voulez bien. Bon, je l'interromprai à un moment donné, mais nous allons regarder au moins un extrait ensemble. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un incident. Ah, je suis désolé, la vidéo ne veut plus se jouer. C'est bizarre. J'essaie d'aller un peu plus loin. Non, ça ne fonctionne plus. Bon. Eh bien, donc, vous voyez, hein, je vous invite à aller consulter cette... excusez-moi pour cet incident technique. Je vous invite à aller consulter cette URL pour voir justement cette vidéo sur la page de Facebook de journalistes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Nous y reviendrons puisque cet incident technique est un peu fâcheux quand même. Voilà, c'est des Français qui tapent sur d'autres Français. Voilà la réalité, alors que l'on laisse faire bien d'autres crimes, bien d'autres gangs. Mais il ne faut pas que les Français se révoltent, faut mettre ça sous le boisseau. Il faut qu'ils se taisent. Bien non, c'est inacceptable. Nous ne devons plus l'accepter. Alors je vais finir comme à l'accoutumée par un hommage aux victimes. Il s'agit aujourd'hui de Zineb El Razaoui, que vous connaissez sans doute, qui est journaliste, qui est courageuse, qui a écrit des livres, un petit livre orange normalement, notamment, donc je vous invite à lire, qui est très court et qui explique vraiment tout très bien. Qu'on lui coupe la tête, je vais la brûler. J'ai envie de la décapiter à coups de hache. Voilà quelques exemples de menaces de mort reçues par Zineb El Razaoui. Et cela, suite à ses propos sur
Eiman Boun, une étudiante voilée. Que dit-elle, Zineb? Elle a dit: nous avons enquêté sur l'environnement idéologique de la jeune Iman. Et évidemment, comme toutes celles qui veulent pousser la présence du voile, c'est une militante islamiste, extrêmement prosélyte et radicale. Zineb a aussi ajouté: aucune race n'est née voilée. Le voile est l'emblème de l'idéologie islamiste. Et pour cela, elle a été menacée de mort, menacée qu'on lui coupe la tête, de la brûler, de la décapiter à coups de hache. Eh bien, il faut qu'elle soit protégée, cette femme courageuse, qui était aussi dans les gens de Charlie Hebdo. Hein. Voilà, c'est la pointe avancée des gens qui se battent contre la barbarie. Nous leur devons un soutien indéfectible et permanent derrière eux. Ils font partie du même bateau que nous, qui se battons contre la barbarie et pour vraiment avoir un avenir. Merci Zineb. Voilà, ces chroniques des barbaries s'achèvent aujourd'hui, donc mercredi de l'espoir, donc mercredi prochain, 23 septembre à 18 h, la coquille est restée. Le thème n'est pas connu, bon, peut-être ça sera justement sur émergence ou sur un autre sujet, on verra. Voilà, donc passez à l'initiative, inscrivez-vous sur 1p6r.org, inscrivez-vous sur le groupe, sur la page. Voilà, il n'y a que si vous vous engagez, commandez des exemplaires du livre Émergence, il faut renverser la vapeur, il est grand temps. Il faut que les Français se réveillent, il faut que le peuple de France, pas simplement les Gilets jaunes, mais beaucoup plus largement que les Gilets jaunes, se soulèvent, disent maintenant ça suffit et trace un nouvel avenir. Parce que le peuple de France, c'est peut-être le seul peuple qui est capable de le faire aujourd'hui. Et qui doit donc le faire. Parce que c'est un phare, et il l'a encore montré en initiant ce mouvement des Gilets jaunes à l'échelle, avec des répercussions à l'échelle planétaire. Eh bien, nous devons le faire, c'est notre devoir pour nous et pour nos enfants. Bonsoir.